Connaissez-vous l'âme russe? Un concept philosophique forgé au fil des siècles par des écrivains connus comme Dostoïevski. Une théorie selon laquelle la populace de ce vaste pays partage plusieurs traits qui les distinguent des autres, avec entre autres une grande tendance à l'émotionnel, c'est les émotions en fait, un rapport très mystique à la religion, une constante quête de sens, un lien fort avec la nature, mais surtout un certain goût pour la souffrance. Ce qui au vu de l'histoire du pays est assez logique. Et s'il y a un personnage qui incarne ce concept à l'extrême, c'est bel et bien ce bon vieux Grigori Raspoutine. C'est simple, il coche toutes les cases. Mystique, dépressif, à moitié fou, très porté sur la bouteille, et comme vous l'avez compris, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, racontée par votre youtubeur préféré. Alors j'avoue qu'avant de poser les premiers mots de mon script, je ne connaissais que vaguement la vie de ce type. Le seul élément dont j'étais sûr, c'est qu'il était rara Raspoutine, Russia Greatest Love Machine. Au premier abord, un moine fou qui semble hédoniste, un peu rigolo et qui danse bien. Regardez-moi ce move très folklorique, oui, c'est vraiment lui, je l'ai lu dans un livre. Seulement, j'étais aussi au courant de la réputation quelque peu sulfureuse du personnage. Étant curieux de nature et n'ayant rien de mieux à faire que de me rouler dans le moindre tas de fange qui passe, comme le dernier des sangliers, j'ai donc décidé de me plonger d'un pas sûr et décidé dans les méandres de l'histoire russe. Et oh putain, j'ai pas été déçu. Suite à mes recherches, ce bon vieux Raspoutine a été propulsé vitesse Mach 10 dans mon panthéon personnel des persos les plus dégénérés de l'histoire, en plus d'avoir la meilleure section activité de tout Wikipédia. Donc Raspoutine naît dans un petit village russe entre 1863 et 1869. Il a la chance, que dis-je, la bonne fortune de grandir dans la campagne sibérienne du 19e siècle. Un environnement tout à fait sain pour élever un môme entre l'alcoolisme rampant, l'éducation presque inexistante et l'espérance de vie qui ne dépasse pas les 35 ans. Je n'ai donc pas vraiment été étonné d'apprendre que Raspoutine est rapidement devenu un peu spécial. Alors pas spécial dans le genre le petit Adam et HPI ou sur le spectre, je ne sais quoi, non, dès son plus jeune âge, le petit Grigori est sujet à des apparitions mystiques régulières. Tout au long de son adolescence, il plonge dans une version plutôt hardcore du christianisme orthodoxe, prie plusieurs heures par jour et s'enferme dans la cave de son père pendant des semaines, tout en se fouettant le dos pour mettre sa foi à l'épreuve. Du coup, j'imagine même pas à quoi devait ressembler une journée normale dans cette famille. Alors oui, Grigori s'est montré un peu difficile ces derniers temps. C'est une sacrée période, l'adolescence, où on ne sait plus trop quoi faire, hein. Tout de même, une fois arrivé à l'âge adulte, il se calme quelques années, se marie, a des enfants et devient paysan. Mais après avoir été réveillé la nuit par des apparitions mystiques, il part en pèlerinage sur les chemins du pays, fuyant une vie un poil trop plan-plan pour notre homme. Durant ces années où il erre de ville en ville, notre homme est brièvement initié par les Clistes, une secte aujourd'hui disparue dont les membres étaient persuadés que pour lutter contre le péché, il fallait pécher encore plus. Raspoutine, après ces quelques mois, est un homme changé. Abreuvé de ses nouvelles croyances, prélude à une vie parfaitement saine et équilibrée, il s'emploiera toute sa vie à mettre en œuvre ses préceptes et à mener une existence aussi dissolue que possible. À même pas 30 ans, le personnage est déjà devenu un turbo-gueux de niveau 100. Il arbore une longue barbe sale, il ne se lave pas, donc se coltine une odeur répugnante, il a de très mauvaises dents, les ongles noirs, la peau graisseuse, ainsi qu'une haleine de chacal mort qui, selon certains témoignages, sentait comme un subtil mélange de mouton rance, d'ail cru et de mauvaise vinasse. En tant que bon paysan sibérien, sans éducation, il a des manières qu'on pourrait qualifier diplomatiquement de rustres. Il mange comme une bête, il est vulgaire, il lit et écrit comme un enfant de 7 ans, rote et pète le plus naturellement du monde, comme si personne ne se trouvait dans la même pièce que lui. Et pourtant, le personnage séduit. Son regard particulièrement magnétique avait le don d'envoûter ses interlocuteurs. Il entre régulièrement dans des transes impressionnantes et expose de supposés talents de guérisseur. Et le pire, c'est que ça marche. Le personnage impressionne des foules de plus en plus grandes, qui voient en lui un authentique staré, une sorte de prophète excentrique, choisi par Dieu, disposant de certains pouvoirs. Raspoutine finit par se faire remarquer par des membres haut placés du clergé, qui juste après une démonstration de ses capacités, quoi que ça ait été, réussit à les convaincre que ses pouvoirs sont authentiques. Et au tout début des années 1900, sa popularité est telle qu'il finit par être introduit auprès du tsar et de sa famille. Imaginez un peu, un train de savate puant qui s'enlaille à mener en plein milieu d'une des plus prestigieuses cours du monde. Mais le pire, c'est qu'il gagne vite sa place. En 1905, il est présenté au prince, le petit tsarevitch, qui est atteint d'une maladie du sang. Et quand on lui demande d'examiner le jeune patient, Raspoutine balaye brusquement tous les médicaments qui sont sur sa table de chevet, et lui... Repousse les mains. Quelques jours plus tard, le garçon se sent mieux. La raison, pas tant les talents de Raspoutine que le balaiement initial de la table qui dégage l'aspirine qu'on donnait aux patients. En fait, ce médicament aggrave l'hémophilie, ce que personne ne savait à ce moment-là. Folle de joie, la maman, la tsarine, insiste pour garder le tas de Locke qui vient de guérir son fils. Le tsar Nicolas II l'engage comme confesseur et l'impératrice, sa femme, se prend rapidement d'affection pour lui. Ah ben oui, lover of the Russian Queen. Et non, je vous arrête tout de suite, Raspoutine n'a jamais été l'amant de la tsarine. Comme je vous vois écrire un commentaire de protestation, un filet de bave lubrique aux lèvres,
lèvres, laissez-moi vous informer que non, ça peut paraître extrêmement bizarre, mais Boney M n'est pas une référence historique. Par contre, une fois admis à la cour, Rasputin a bel et bien eu un mode de vie et des comportements totalement scandaleux qui lui ont permis de bâtir sa légende, avec en premier lieu son énorme et très gros pouvoir de séduction sur les femmes. Et pas autre chose, bande de petits pervers. Et oui, un autre mythe sur le personnage était qu'il disposait d'un mandrin particulièrement généreux qui aurait été conservé dans un musée à Paris. C'est pourtant un faux, et vu qu'il lui arrivait régulièrement de s'exposer dans ses accès de folie, plusieurs témoignages de l'époque confirment que le pipou du moine avait une taille tout à fait normale, et j'arrive pas à croire que je viens de dire cette phrase. Pourtant ça chopait sec. Introduit à la cour, Rasputin s'acoquine très vite avec de nombreuses femmes de la haute société, fascinées par ce bas personnage du peuple qui n'a aucun respect pour l'étiquette et qui professe la rédemption par le péché. Ouh, que c'est vil, ou que c'est mal, oh, comme c'est excitant pour certaines de ces jeunes demoiselles bien élevées qui très vite se relaient les unes après les autres dans l'appartement de Rasputin pour y chercher conseil contre de l'argent, ou encore y pratiquer des rituels mystiques et même parfois sexuels. Il entrait régulièrement en transe au milieu des plus nobles assemblées, envoyait des lettres prophétiques bourrées de fautes au couple impérial dans un style enfantin, il chante, il danse, il convulse, se mutile, et pour compléter ce glorieux portrait bien rassurant, il lui arrivait régulièrement d'engueuler son propre reflet. Calme la seconde d'avant, il lui arrive de hurler d'un coup des prédictions lunaires qui terrorisent les personnages les plus puissants de Russie, à la fois impressionné et pété de trouille par l'attitude du personnage. Son statut de saint homme, de religieux mystique, lui permet certaines excentricités, même si ses frasques et certaines de ses opinions lui attirent très vite l'inimitié de plusieurs personnes, dont le premier ministre, Piotr Stolypine, qui en 1910, après 5 ans de grand n'importe quoi à la cour, le fait surveiller par les services secrets du tsar. Un an plus tard, des campagnes de presse contre le sulfureux personnage ternissent l'image de l'empereur, qui doit se résoudre à l'exiler. Le moine est dégagé Fissa pour le plus grand soulagement des dizaines de cocus qu'il a créés, et repart sur les routes tout en jurant à qui voulait l'entendre que ce maudit premier ministre qu'il avait espionné allait mourir bientôt, chose qui arrive quelques mois plus tard lorsque Stolypine est assassiné par un révolutionnaire. Car oui, on ne se débarrasse pas de Rasputin si facilement. Malgré sa dégaine et son attitude de clochard possédé, il est toujours le seul capable de soulager le tsarevitch en lui imposant les mains. En octobre de l'année 1912, le tsarevitch est encore une fois dans le dur, et après avoir exécuté des danses complexes accompagnées de rituels mystiques, Rasputin envoie un télégramme au petit prince qui le soulage instantanément. Suite à cette guérison à distance, Rasputin revient en grâce et confirme l'essai en subissant une tentative d'assassinat d'une mendiante. Rasputin guérit très vite, et revient à Saint-Pétersbourg, où ces deux événements, plus la mort de Stolypine, son ennemi juré, lui donnent un pouvoir et une influence qu'il n'a jamais eu auparavant. Paradoxalement, il devient complètement parano et entame un speedrun pour devenir le plus gros déchet du pays. Fini le moine ascétique, place au Rasputin de tous les excès. De 1912 à 1916, il se met des caisses monumentales presque tous les soirs en compagnie de tziganes, de prostituées et d'aristocrates. Tout ça sous les yeux médusés des agents secrets qui ont toujours pour mission de consigner ses moindres faits et gestes. Laissez-moi vous résumer quelques-uns de ses comptes rendus, authentiques, et notamment ce que j'ai appelé le grand chelem de janvier 1916. 1er janvier 1916, Rasputin accueille des visiteurs qui restent jusqu'à 4h du matin en chantant et en dansant très fort. 2 janvier, Rasputin rentre ivre chez lui à 1h du matin, puis est rejoint par un officier, sa femme, terminant la soirée à 4h. 4 janvier, Rasputin rentre ivre à minuit et rejoint par une femme qui reste 1 heure chez lui. 5 janvier, Rasputin et ses amis quittent l'appartement avec une caisse de vin, il rentre à 2h30 complètement ivre. 6 janvier, 3h du matin, ivre. 8 janvier, il rentre ivre avec 2 femmes. 10 janvier, il est ramené à son appartement par 2 inconnus, vous l'avez deviné, totalement ivre. J'aurais pu continuer jusqu'au 31 janvier comme ça, car presque tous les jours, les agents qui le surveillent sont témoins de la déchéance totale et absolue de notre héros, dont le foie, à ce moment-là, devait avoir atteint la taille d'un ballon de foot. Mais cette poivrade mémorable et toutes les autres ne sont pas vraiment du goût de certains politiques, militaires et autres membres du clergé. Son goût pour la débauche, couplé à son influence sur le tsar, lui crée beaucoup d'ennemis. Depuis 1914 et le début de la Première Guerre mondiale, Rasputin, qui commence à se faire détester par beaucoup de monde, est soupçonné d'être en faveur d'un abandon. On l'accuse d'espionner pour le compte des Allemands et la guerre tournant au désastre, le staré est accusé de tous les maux. Le peuple a besoin d'un bouc émissaire. Et finalement, un projet d'assassinat est mis en place par des conjurés, dont le prince Yusupov, mais également un grand-duc, un député et un officier de l'armée. Après l'avoir visité plusieurs fois pour gagner sa confiance, en lui payant très cher une série d'hypnoses et d'imposition des mains, le prince invite Rasputin sous le prétexte d'une petite partie fine, chose que notre bon ami, vous commencez à le connaître, ne se voit pas refuser. Le moine est accueilli dans une cave et se voit offrir des gâteaux et du vin, qui au préalable, trahison, ont été bourrés de cyanure. Ça tombe bien, Rasputin a la dalle, mais surtout, il a vraiment très soif.
Le plan est de l'empoisonner et puis de jeter son corps dans la Neva. Le crime parfait, pas vu, pas pris. Seulement, vous connaissez le personnage maintenant, vous vous doutez bien que rien ne va vraiment se passer comme prévu. Une demi-heure passe, alors que Rasputin vient de s'envoyer dans le plus grand des calmes une dose de cyanure à même de tuer un éléphant. Pourtant rien. Pas de réaction, même pas un début de chiasse. Cet enculé de moine commence même à jouer de la guitare et à chanter. Le plan tombe à l'eau, les conjurés paniquent. Et d'un coup d'un seul, le prince impatient sort un revolver et envoie une bastos en plein dans le cœur de Rasputin. Mais lorsque le prince se penche pour examiner le visage du mort, celui-ci refixe d'un œil haineux et d'un bond, comme dans les pires films de série B, se redresse sur ses jambes et se met à l'étrangler tout en hurlant son nom. Alors déjà là, on est au mieux dans un film de Romero, au pire dans une partie de Nazi Zombie, où finalement le prince se dégage, s'enfuit, pendant que ce démon de Rasputin réussit on ne sait comment à ramper dehors, puis à courir dans l'obscurité. Mais le reste des conjurés, bien que terrifiés, court après le moine et lui tire dessus à l'aide de 3 revolvers différents avant de le passer à tabac en pleine rue. On est bien loin du petit assassinat bien propre aux cyanures, non, là le mec convulse, se relève, retombe, se relève encore, hurle des imprécations, puis finit par s'écrouler pour de bon, avec en guise de baroud d'honneur une belle distribution de syndrome post-traumatique à tous ces assassins. Donc après avoir été empoisonné, tabassé, abattu une fois, puis criblé de balles, Rasputin, mort et finalement jeté dans la Neva. Alors à ce moment-là, on s'attendrait presque à le voir se réveiller et à faire un trou dans la glace pour revenir d'entre les morts couverts d'algues, mais non. Il meurt en 1917, à l'âge de 47 ans, ce qui honnêtement, pour un type comme ça, est un beau record de longévité. Le corps est retrouvé quelques jours plus tard, et le type qui fera l'autopsie sera incapable de dire si Rasputin est mort des coups, du poison, des balles ou de la noyade. Quand même solide le gars, hein, presque increvable, et après sa mort, sa légende noire ne fera que se renforcer. On lui attribuera des actes qu'il n'a pas fait, on expose son prétendu pénis dans un musée, et on lui accorde à tout seul la chute de la famille impériale, les Romanov, qui un an après l'assassinat de Rasputin seront renversés par les bolcheviks. Ce qu'on sait, c'est que le type était un habile et charismatique charlatan, sûrement convaincu de ses propres pouvoirs, mais qui a surtout eu la chance d'arriver au bon endroit au bon moment. Et bref, dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé cette petite histoire, et si vous voulez en savoir un peu plus sur le personnage, toutes les sources sont en description. On se dit à la prochaine, das vidaniya.